Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, on est de retour pour ce troisième Apéro of Thrones et pour le deuxième consacré aux 10 ans de la série pour regarder l'épisode ensemble. Du coup, aujourd'hui, on est avec Corondar qui est en haut de l'écran, en haut de ce côté-là, et avec Shao en bas. Salut. Bonjour à tous. Voilà, donc bonjour tout le monde. Bonjour. Hop, on va essayer de se faire ensemble. Avant de commencer, on va attendre un petit peu tout le monde, les retardataires. Shao et Corondar, question obligatoire, comment vous avez découvert? Est-ce que c'est par la série? Est-ce que c'est par les livres? Alors moi, j'ai d'abord connu les livres avant la série. J'ai commencé à lire les livres quelques années avant la série. Pour l'année exacte, je ne saurais plus, mais bon, ça devait être autour de 2007, quelque chose comme ça. Je m'étais déjà inscrit sur le site de la Garde de Nuit, et donc j'ai vécu le lancement de la série en 2011 en étant déjà inscrit sur le site de la Garde et en ayant déjà lu les livres qui étaient sortis à cette époque-là. Sachant que moi, sur la série, mon rapport à la série, je suis peut-être moins sévère que beaucoup, on va dire ça comme ça. Disons que je me suis concentré sur les aspects techniques de la série qui sont restés bons tout du long jusqu'à la fin. J'ai moins prêté attention aux errements scénaristiques de la fin, mais voilà, je trouve quand même que la série s'est laissée regarder quand même jusqu'à la fin pour ses aspects techniques. C'est bien amusé à regarder quand même. Oui. Tu étais indulgent. Bon, t'es pas pour tout, mais tu étais indulgent. Pas pour tout, mais pour certaines choses. Et toi, Chao, du coup? Donc moi, j'ai connu le livre presque en même temps que la série. Donc en fait, je n'avais pas la série vers la fin de saison 1. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà entendu parler du livre avant, mais je n'étais jamais intéressé. J'ai commencé à lire le livre jusqu'à, je pense, l'intégrale 4. Et j'ai commencé la série à partir de la fin de l'intégrale 4, en fait. Donc après, j'ai fait en parallèle la série et le livre. Et la Garde de Nuit, je ne sais plus vers quelle année je suis arrivé. Je pense que ça devait être 2012-2013. Dieu. Et moi, par rapport à la série, pareil, donc, j'ai bien aimé la série en elle-même. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est dedans, mais je pars du principe que les différences qu'il y a entre la série et le livre, c'est plutôt une chance dans le sens où quand j'aurai la suite, quand on aura la suite à lire, je découvrirai des choses. Oui, alors ça, on découvrira plus de choses qu'il y avait dans le scénario à la fin, parce qu'effectivement, il y avait plus de scénario à la fin. Oui. Ouais, mais voilà, Si on a le livre, c'est plus ça quand même. Si on a la fin, ouais, ça va pour jouer un petit moment, peu. Maintenant, mais... Sans spoiler, les trois grosses différences que je vois entre le livre et la série, c'est une personne qui se promène dans le Conflent en faisant un petit massacre, ou une sorte de griffon qui arrive à Westeros, ou la troisième, c'est... la grosse différence, c'est la différence de où est la demoiselle Sark. C'est ces trois grosses différences qu'il peut y avoir et même Dorne aussi, quatrième. Non, mais il n'y a pas Dorne dans la série. Par contre, bien voilà, oui, suite. Si, il y a, mais bon, voilà. On peut rajouter Euron aussi. Euron qui est différent, ouais. Mais bon, là, c'est... Voilà. Donc, moi, je vois ça comme une chance. Je me dis, quand je vais lire la suite, ça sera différent. Et la série, pareil, je laisse regarder. Je fais des cris d'orfraie à plein de moments, mais j'ai quand même suivi jusqu'à la fin avec hâte. Puis soyons honnêtes, quand on était connaisseur des livres et qu'on regardait la série avec des potes qui eux n'avaient pas lu les livres, c'était top. Enfin, moi j'aimais beaucoup, un peu sadique, mais bon, c'est pas grave. J'aimais beaucoup voir la tronche de mes potes en sachant ce qui allait se passer. J'aimais bien regarder leurs réactions face à la mort des personnages. C'était assez plaisant. C'est un grand jeu de plein de gens, ça en fait. Là, on va avoir l'occasion avec la mort de Ned, mais il y a plein de gens qui connaissaient le. Oui, désolé, je spoil pour les rares qui sont au courant. Non. 10 ans après. Non, 10 ans, c'est bon, il y a prescription, on peut. Non, c'était un des vrais trucs, je crois, de la série, c'était des gens qui se filmaient avec la réaction de leurs amis pendant les scènes, les noces pourpres, la décapitation de Ned et ce genre de choses.
Ah bah, les noces pourpres, oui. Les noces pourpres, ouais, ça a pas mal marché. Ça. Tu furettes sur YouTube, tu trouveras beaucoup de vidéos de gens où sadiques tu comme vois toi. les réactions des gens en fait filmées, oui, par leurs potes qui savaient déjà ce qui allait se passer et qui sadiquement filmaient la tête de leur famille et de leurs amis pour voir leurs réactions. Et on va encore, Ned, les noces pourpres. et on va encore devoir revivre ça dans 1 heure. Ouais. Avant de commencer, du coup, Commandard, un petit mot sur le réalisateur. Parce que c'est notre monsieur cinéma, c'est Commandard. Pour l'épisode 9 de cette saison, on a un réalisateur qui est un peu connu quand même. Alors qu'il n'était pas forcément très au moment de la diffusion de la saison 1, enfin, sauf pour ceux qui étaient vraiment des aficionados de HBO, mais c'est Alan Taylor, qui donc jusqu'à la première saison de Game of Thrones était surtout connu pour être un réalisateur assez efficace de chez HBO. Il a réalisé pas mal d'épisodes de très bonnes séries. Les Sopranos notamment, à la Maison Blanche, la meilleure série de tous les temps. Il avait réalisé aussi quelques épisodes de Mad Men et de Six Feet Under. Et donc du coup, HBO lui avait confié la réalisation des 2 derniers épisodes de la saison 1 en se disant bon, on va assurer le coup avec un type assez carré dont on sait déjà qu'il fait du bon boulot. Donc c'était Alan Taylor qui a réalisé plusieurs autres épisodes de Game of Thrones par la suite, notamment celui de Beyond the Wall, bon, qui n'est pas le meilleur de la série, on peut même dire que c'est peut-être l'un des pires. Peut-être qu'on y aura droit. Encore que c'est pas tellement la réalisation qui pose un problème sur cet épisode-là, c'est plus le scénario. Donc bon, je suis pas sûr qu'Alan Taylor soit responsable du fait que cet épisode-là soit pas terrible, mais surtout Alan Taylor qui a bien profité de son exposition sur Game of Thrones, puisque derrière il a eu quand même une carrière à Hollywood. Alors pareil, sur des films dont on peut questionner éventuellement la qualité, mais bon, au moins il a quand même fait une carrière. Il a réalisé notamment Thor 2, Le Monde des Ténèbres, et Terminator Genesis, qui là par contre est nettement moins défendable à mon avis, mais bon, ça fait un pont quand même avec Game of Thrones. Tu le vends pas beaucoup là sur la carrière, c'est pas facile de le vendre avec ça quand même. Alors, Thor 2, on va pas rentrer dans les débats parce que voilà, moi je le trouve pas si mauvais que ça. Enfin, si au niveau de l'histoire c'est pas terrible, mais je trouve qu'au niveau de la réalisation, il y a des trucs à défendre sur Thor 2. Par contre, sur Terminator Genesis, là, ouais, c'est nettement moins défendable. Mais bon, il y a quand même un lien avec Game of Thrones, puisque dans Terminator Genesis, il y a Emilia Clarke qui joue dedans une jeune Sarah Connor. Alors, je ne sais pas si c'est Alan Taylor qui l'a sponsorisé pour qu'elle joue dans le film, ça j'en sais rien, je ne sais pas si ça s'est fait dans ce sens-là vu qu'il avait déjà joué avec elle sur Game of Thrones, mais en tout cas toujours est-il que Alan Taylor et Emilia Clarke se sont retrouvés quelques années après sur Terminator Genesis, quoi. Et en plus sur Alan Taylor, pour le coup, Thor 2, il l'avait vraiment vendu en disant on a choisi ce réalisateur-là pour y mettre une touche Game of Thrones, plus sombre, plus actif. Ouais, c'était comme ça que ça avait été vendu dans la promo de Thor 2 à l'époque. Nous avait mis en avant Alan Taylor pour son travail sur Game of Thrones. Ok, bah merci. Du coup, je me dis qu'on va peut-être pouvoir relancer l'épisode. On va dire que tout le monde est arrivé. 19h10, on est dans les temps. Je pense que oui. Alors avant, il y a un petit truc à dire, c'est que la dernière fois c'était l'anniversaire de Sean Bean pour le premier épisode, là c'est l'anniversaire de Corondor. Du coup, on a un épisode, un anniversaire. J'espère qu'on va garder le rythme. Voilà. Ce n'est pas fait exprès, hein. C'est un hasard. Hein. Espérons qu'il n'aura pas le même destin. Oui, j'espère. Voilà, c'était juste pour objectif 10 anniversaires. Bon, bah si tout le monde est prêt, on va y aller. Alors, peut-être un rappel avant, il y aura des images, ce côté, pour ceux qui n'étaient pas là précédemment. Il y aura des images sur ce côté pour situer ce qu'on va regarder l'épisode en même temps. Parce que, je sais pas... Et par contre, il n'y aura pas l'épisode sur Twitch. On n'a pas les droits. Mais il y aura des petites images pour situer où on est où nous en sommes dans l'épisode. Donc, épisode 9 de la saison 1. Pour ceux qui ont raté le... Ok, et ben c'est parti. Et attention, cette fois-ci, il y a un compte à rebours. Il y a un décompte. On va essayer de se... Voilà. C'est bon, j'ai réussi le décompte, tout va bien. Parfait. Et donc là, contrairement à l'épisode précédent, on démarre par le générique. Oui. Et l'épisode précédent, c'est un des rares qui commence pas par le générique, de toute façon. Ouais, il y en a très peu. Bah, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a que 3. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment...
Il y a celui avec la prophétie de Maggie la grenouille à Cersei. Et il doit y avoir celui où Arya exécute les Stark. Oui, les frais, pardon. Ouais. Notons qu'actuellement la Port-Réal était en Baratheon. Oui, encore, oui. Encore en Baratheon. Pour pas très longtemps, mais, mais encore un peu, oui. Après, techniquement, Joffrey est censé être un Baratheon. Oui. Joffrey est quand même très marqué Lannister par les vêtements qu'il porte, par son comportement, par son épée, partout, quoi. Oui, par sa couleur de cheveux, enfin tout. Oui. Alors là, je voulais pas rentrer là-dedans, mais oui. D'ailleurs, je me demande sur cet épisode-là, est-ce qu'on voit les jumeaux dans le générique? Je crois. Il me semble. Les jumeaux. Oui, on l'a vu là. Les jumeaux. Oui. Sachant que c'est la première fois, je crois que ça va être le premier générique où on introduit les jumeaux, à mon avis. C'est pas le dernier, ouais, mais c'est le. Non, c'est pas le dernier, on va les revoir, hélas. Ouais. Hélas. C'est pas un lieu qui réussit beaucoup à la famille Stark. Et donc, voilà, réalisé par Alan Taylor, c'est bien lui. Et donc, ce pauvre Ned qui est déjà emprisonné, le malheureux. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans la série, non, ils ont complètement évacué à ce moment-là un flashback de la Tour de la Joie. C'est plus tard. Toute cette partie qui manque en fait dans la série, c'est toute comment introduire que Jon Snow n'est pas le fils de Ned. Et c'est introduit dès le livre 1 par les flashbacks sur la tour, alors que c'est pas du tout présent dans la série. Oui. T'as déjà les flashbacks, les rêves enfiévrés de Ned à ce moment-là, c'est vrai que dans la série, ils ne reprennent pas. Dès qu'on lui parle de Jon, il se rappelle, premier mois Ned, premier mois. Et c'est pas du tout présent dans la série, ça. Ce qui fait que la découverte des parents de Jon tombe un peu comme... c'est vrai que pour le coup, la Tour de la Joie, elle réapparaît beaucoup plus tard dans la série. Et pour le coup, comme je regardais la série avec des potes qui ne lisaient pas les bouquins, j'avais dû leur réexpliquer, parce qu'à l'époque, ils avaient complètement oublié qui était Lyanna Stark, Rhaegar. Enfin, je me souviens quand la série avait remis les flashbacks sur la Tour de la Joie, quand Bran voyage dans le temps, il projette sa pensée dans le passé. Mes amis étaient un peu perdus là-dessus. Ils voyaient pas trop ce que ça voulait raconter exactement. C'est vrai que là-dessus, pour le coup, la série a présenté le truc un peu tardivement, je trouve. Ils ont pas mis là, et là ils nous présentent juste Varys en mode je veux aider le monde et je suis là pour sauver l'humanité. Oui, qui a l'air sincère en plus. Alors on en discutait il y a pas longtemps, c'est est-ce qu'il est vraiment sincère dans les séries ou pas? Dans les livres, c'est sûr que non. Dans les livres, c'est sûr que non. Mais dans la série, il garde un comportement. Oui, je pense que dans la série, c'est. Voilà, cohérent. Pour dire qu'en effet, le Varys de la série est sans doute un peu plus altruiste et un peu plus. En tout cas, on a envie d'y croire. Bien commun. Je pense que le Varys de la série pense un peu plus au bien commun que le Varys des bouquins. Ouais, c'est certain. J'ai juste un doute. Dans la série comme dans le bouquin, la scène de Arya qui voit Varys discuter avec une autre personne, c'est avant ou après? C'est avant, ouais. Et c'est arrivé dans la série, donc techniquement, on a quand même le doute en fait. Oui, on peut avoir le doute, sachant que la scène reprend un peu de choses près le dialogue des bouquins. Elle est un peu plus courte de mémoire. Mais oui, on a ce dialogue un peu cryptique, mais qu'au final, la série développera pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Même le lien entre Varys et Illyrio, on le reverra pas trop. On en parlait avec Ezor tout à l'heure. De mémoire, je crois qu'on revoit Illyrio quand Tyrion fuit Westeros. Mais encore, on le voit vite fait. Je suis même pas sûr qu'à ce moment-là, la série trace un lien réel entre Varys et Illyrio. Donc, encore une idée que la série n'a pas vraiment exploitée pour le coup. Après, je suis pas sûr qu'à ce moment-là, ils avaient déjà l'idée de faire de Varys ce qui était à la fin, en fait.
pas sûr. Ça, faudrait poser la question à Benioff et Weiss. Il n'y a qu'eux qui pourraient nous éclairer notre lanterne sur le sujet, mais ouais. Bah, ce qui est certain, je pense qu'ils savaient déjà plus ou moins qu'ils s'embêteraient pas trop avec Faegon et tout ça, donc... Parce que du coup, si tu vires Faegon, il n'y a pas vraiment de raison de développer Varys plus que ça. Hein. Bah là, il y a toute la scène qu'on vient de voir avec Varys, pour le coup, et dans les livres, mais elle est bien rendue parce qu'on... Ah là là, un pauvre corbeau qui se fait tuer. Ouais. Pauvre corbeau. On n'en parle pas assez de ces conditions de tournage inhumaines pour les animaux. Il faut quand même noter quand même que les jumeaux, ils ont peut-être des choses pour voir où partent leurs corbeaux. S'ils se rendent compte quand même que tous les corbeaux sont défoncés la gueule. Ceci dit, ça pose bien le décor, le fait que les Stark ont une confiance très mesurée dans les frais déjà d'entrée de jeu, donc les présentent comme étant pas super fiables, quoi. Hein. Mais ils n'ont aucune confiance, mais c'est dit bien avant qu'il ne faut pas faire confiance à Walter Frey, que c'est son surnom est tardif, vient pas de nulle part, etc. Bon, de toute façon, la série, en choisissant David Bradley comme acteur pour faire Walder Frey, les gens savent d'entrée de jeu qu'on ne peut pas lui faire confiance. Après, c'est la saison 1, et la saison 1 met le point de vue des Stark en avant, et donc ça nous donne vraiment les gentils contre les méchants. On croit encore qu'il y a un petit côté manichéen qui va disparaître dans quelques minutes. D'ailleurs, on a là un petit foreshadowing quand même déjà des Noces pourpres, puisque... Cassel dit bien qu'il ne faut jamais faire confiance à Walder Frey, comme ça t'es jamais déçu, quoi. On a déjà un petit clin d'œil. Et puis on sent bien quand même quand on les voit discuter, est-ce qu'il va tous nous tuer, alors que c'est quand même censé être leur allié quand même. En tout cas, oui, il est censé être le banneret des tueurs. C'est leur allié et en même temps il est quand même dans une situation où il y a un roi et où il soutient son roi, ou est-ce qu'il soutient son suzerain? Pas tout à fait le... C'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire là à Catelyn sur cette scène-là. Et c'est vrai que techniquement, il n'a pas tort. Hein. Normalement, quand un banneret, son seigneur immédiat trahit la couronne, il est censé soutenir qui? Son seigneur immédiat ou le roi qui est au-dessus de son seigneur? C'est pas si évident que ça. En tout cas, pour le coup, c'est toute cette scène-là qui arrive et qui va être toute la scène-là en fait un peu sur ce sujet-là et sur l'ambiguïté qui conserve bien volontairement d'ailleurs. Où est la morale, où est le bien ou le mal? Est-ce que tu dois défendre ton roi ou ton seigneur? Les deux se défendent. Hein, les deux se défendent. Alors apparemment c'est pas Walter Frey, c'est Ruzard. Hein. D'après les commentaires du chat, c'est vraiment que Ruzard. Ça restera Ruzard et son chat. Hein, c'est vrai qu'il a été marqué par ce rôle quand même dans l'esprit de beaucoup de monde. Hein. Oui, il a fait. Puis il a une tête. Enfin, niveau attitude, c'est presque la même. Enfin, un peu. Niveau casting, à niveau casting, on est sur du très raccord avec les romans pour le coup. Ouais. Aussi bien l'apparence que le jeu. Ouais, puis ça reste un très bon acteur. Ça reste un très bon acteur avant tout, et du coup, il rend le personnage bien détestable, c'est parfait. Oui, on a le Walder Frey, voilà, là, il tripote sa femme. C'est bien le Walder Frey des bouquins. Il y a Babar qui nous dit que c'est vrai que Jaime a les mêmes questions sur ses serments, qui choisir, qui suivre. Tout à fait. C'est une question qui revient en fait. Pas que Jaime, d'ailleurs, même Stannis, à un moment, on parle que même lui a hésité entre soutenir son frère. Stannis est le vrai roi, donc il n'y a pas de question. Et il dit que même lui a hésité entre son frère et son roi, et qu'il a choisi de soutenir son frère, mais que c'était pas si facile et évident que ça. Et c'est vrai que pour le coup, Walder Frey marque un point aussi, avec le coup on fait des serments à plein de gens, donc c'est compliqué de tous les tenir. Hein. Après, la question qui se pose, c'est pas une question essentielle sur sa vraie place. C'est là où il peut avoir l'avantage, en fait. Ah oui. C'est pas. C'est sûr que Walder Frey, le bien, le mal, ils s'en tamponnent allègrement. Ouais. Ce qui l'intéresse, c'est quel camp pourra satisfaire le plus sa famille, ça, oui. Mais oui, je pense que les dilemmes moraux de Walder Frey n'existent pas. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas. Ouais, autant pour Varys, on peut se poser la question. On notera d'ailleurs aussi que là, Robb commence déjà à considérer sa mère comme son ambassadrice quasi officielle, puisque c'est elle qui l'envoie parlementer avec Valder, et c'est elle qui l'enverra aussi parlementer avec les frangins Baratheon un peu plus tard. Oui, c'est vrai. Il est jeune encore, Robb.
Bah, il est jeune, et puis bon, c'est vrai que, étant donné que vu que Ned est emprisonné actuellement, c'est lui le chef de la faction Stark, donc bon, tu vas pas aller te jeter dans les bras de gens dont tu n'es pas sûr de leur allégeance, au risque qu'il t'arrive des misères, donc y aller personnellement, ce serait un peu risqué quand même, de sa part. On y arrive. Surtout chez les Frey. Donc notre bon John qui a la main bandée suite à l'attaque des zombies de l'épisode précédent. Ah, Grand Griffe. T'as pas un peu d'avance sur ce là? De quoi? T'as pas un peu d'avance sur nous Ah, tu crois? Ah, je pense un petit peu. Ou alors c'est moi qui suis en retard, mais si c'est moi qui suis en retard, faut me le dire. Ça me... Non, c'est bon. C'est toi qu'on suit. Et sur Grand Griffe, j'avais vu un... Alors apparemment, on dit qu'il y a quelque part un R plus L égale J écrit dans à Château Noir. Ah bon? Alors, c'est Chris qui nous dit ça. J'étais pas au courant. Je suis pas au courant non plus, mais il le disait tout à l'heure. J'attendais ce moment et... Faut faire un arrêt sur image pour le voir, alors. Ouais, bah alors... Et apparemment, c'est écrit quelque part, c'est un petit... Alors, je le vois pas sur le mur. À Château Noir? Dans la cuisine, apparemment, la scène d'après. Dans la cuisine, parce que pour le coup, je vois mal qui à Château Noir aurait pu être au courant du secret. Je pense que c'est juste un petit clin d'œil de série. Ouais, c'est une blague pour les lecteurs, mais... Même à Aemon. Après, il faut être au courant. C'est pareil, pour ce genre de détails, il faut les savoir pour les voir, parce que si tu les connais pas... Et j'avais lu un article à l'époque, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que ça datait il y a quelques années, qui disait que Grand Griffe était un des objets de merchandising les plus vendus de la série. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Avec les œufs de dragon. Il paraît que Grand Griffe et les œufs de dragon, c'était les hits du merchandising de HBO relatifs à la série. Je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui. Par contre... Il y en a dans Big Bang Theory d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y a une rangée qui traîne. Par contre, Kit Harington, comment il fait jeune, je trouve, dans la première saison, c'est quand même... Ouais. Bah, c'est les cheveux et pas la barbe, ça mais ouais, pas la barbe, ça joue beaucoup quand même. Ça change pas mal. Sans la barbe, il est raccord avec le personnage du livre. C'est vrai. Il a ce côté un peu jeune perdu, qui sait pas trop ce qu'il veut. Et toute la scène un peu qu'il y a là avec Jorah Mormont donne cette idée de... Il se cherche encore, quoi. Il est très jeune et il se cherche. Alors, le problème, c'est que l'acteur n'a pas évolué alors que le personnage a évolué, mais ça c'est... Là, en plus, en quelque sorte, oui, en lui filant son épée, il devient un peu le fils spirituel que Mormont a perdu, puisque Jorah... Moi, j'ai commencé par la série et pas par les livres, j'ai mis du temps à comprendre que Jorah était le fils de Jorah. C'est quand même pas évident. Ouais. C'est pas évident, en effet. Ouais, je pense que pour les spectateurs, tu peux passer à côté. À mon avis, sur un premier visionnage, ouais, c'est peut-être pas si évident que ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses à voir au début. Bon, après, on dit sur les épisodes, mais sur les bouquins, c'est pareil. Moi, il y a des trucs, il m'a fallu relire les bouquins 2-3 fois pour capter certaines choses. Je sais pas. Bon, pas pour sur les liens de famille entre Jorah et Géor, quand même, mais... il y a des trucs au premier visionnage tu captes pas forcément non plus. Bah pour le coup, notamment les noces pourpres, en fait, quand tu relis, tu te rends bien compte qu'on t'annonce quand même. Oui, limite, quand tu le relis après, tu te dis mais comment j'ai fait pour pas le voir en fait. Tellement il y a des panneaux, attention, il va se passer un truc horrible. Mais bon, c'est là où Martin est très fort là-dessus, qui arrive à nous mettre des spoilers sans qu'on se rende compte que c'est un spoiler. Ouais. Quoi. Alors que sur le rapport à l'image avec la série, forcément, c'est un peu différent. Sam qui lui raconte. Ça, c'est Darkwing. Oui, qui lui dit que que Robb est parti à la guerre au sud. Ouais. Et oui. De nouveau un dilemme, encore un dilemme. On en revient toujours aux vœux. Quel vœu on trahit, quel vœu on tient. Il y a une scène qui va arriver après, mais que je trouve très sympa, c'est la scène
justement avec Aemon Targaryen. Mhm. Sympa. Par oui. contre, les jumeaux, c'est tourné où? Est-ce que vous savez ça? Parce que je sais pas du tout là. Aucune Non, idée. pas du tout. Aucune idée. Bah là, comme ça, vu les acteurs qui sont sur le plateau, j'aurais peut-être plutôt tendance à dire Irlande quand même, mais aucune certitude. Enfin, parce que bon, je pense que cette équipe-là, ouais, ils tournaient plutôt quand même du côté du Royaume-Uni. Je pense pas qu'ils aient beaucoup vu Malte et tout ça. Alors, Donc, Cryptic Geek, c'est en studio. Alors, oui, le château, je pense qu'il est en studio, mais oui, les le villages château, autour, ça c'est sûr. Oui, le château, il est en studio. Hein, enfin, c'est en effet spéciaux, ça ouais, c'est certain. ça se voit d'ailleurs un peu, mais. Le château est rajouté. Bah, c'est vrai que c'est là que tu vois que la série a quand même bien progressé sur les effets spéciaux aussi. Ah bah, le budget a progressé aussi. Hein. Le Oui, budget a bien budget est pas le progressé. même. Normal. Le budget n'est pas le même. Puis il Bon, y a bah, pas là, besoin. Rob va découvrir qu'il est bientôt marié. Et puis lui et Arya et la moitié de sa famille en fait. Oui, lui et Arya, oui, en effet. Ouais. Bah, là aussi, pour le coup, faut saluer le travail de Martine là-dessus. C'est quand même assez raccord avec la tradition médiévale qui veut que, ben oui, les alliances matrimoniales, c'est super important dans les familles nobles et que c'est ça qui permet de nouer des alliances. Les enfants des familles nobles sont des cadeaux qu'on échange, qu'on offre. Alors, surtout pour les Frey qui ont beaucoup d'enfants et c'est un des grosses ambitions de Walter Frey, c'est de marier ses enfants. Valder, il a du monde à marier, le pauvre. Alors, comme cadeau, c'est pas des cadeaux. Alors, oui, est-ce que épouser un Frey, c'est un cadeau? Là, je ne sais pas. Sûrement pas, mais... Et donc, bah oui, Rob qui peut diviser son armée en deux, du coup. Ou même une Frey, parce que quand tu as dans le bouquin de toute façon, il y a une grande chance que Walter le Noir a déjà passé dessus. Voilà. Bon, bah écoute. Bon, après, c'est pareil, il faut pas généraliser. Il y a quelques Frey qui sont pas totalement détestables quand même. Non. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a des gens qui se. Il y a des exceptions. Ça dépend. Il y en a des biens. Oui, on connaît la théorie. Il y en a qui boivent trop aussi. Et des Frey, il y a un peu de tout. Il y en a qui boivent trop, il y en a qui aiment l'argent, il y en a qui aiment les filles. Enfin, c'est. Après, ils sont tellement nombreux, forcément, c'est représentatif. Après, c'est pareil, quand tu vois la tronche du patriarche, c'est pas simple, ouais. C'est pas simple. L'ambiance dans les jumeaux doit être un peu chargée, un peu tendue. Aemon. Moi, j'aime beaucoup cette scène avec Aemon où il lui explique qui il est, comment il doit faire un choix et c'est à lui de prendre la décision. Et là, à noter, ça fera plaisir à certains que la série a viré Géris 2, puisque dans cette scène, Aemon dit que le roi fou a succédé directement à Aegon V. Ouais. Ils ont squeezé Géris de l'arbre familial Targaryen. Bon, c'est un détail, hein, c'est pas très grave, c'est pas ça qui va changer. Quand tu vois qu'à la fin, les deux frères, ils ont le même prénom, finalement, est-ce que c'était vraiment ça leur plus... Ouais. Ouais, enfin, moi, John, je l'appellerai jamais Aegon, c'est pas possible. Par contre, sur cette scène-là, c'est terrible. Par contre, il y a un truc qui a vraiment pas beaucoup bougé, c'est le jeu de Kit Harington, quand même. Bah, c'est consternant. Ça lui va bien, là, en petit jeu perdu, mais alors ça n'a pas bougé d'un iota, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que là, c'est parfait. Enfin, dire, donc... ah oui, sur la fin, ça colle avec le personnage, ouais. Voilà. Le problème, c'est que techniquement, plus tard, il est plus vieux, il a vécu plus de choses, il est censé être un peu plus mature. Quand je disais que son jeu n'a pas bougé, c'est surtout sur ses expressions à l'oral, parce que là, quand il vient de prononcer my brother, on a un peu, tu le remplaces par My Queen, c'est exactement c'est vraiment la même intonation et la même intonation que la saison 8. Il n'y a rien qui a bougé. Hein. Le mot est interchangeable, mais l'intonation est la même. Hein. C'est consternant. Parce qu'à la limite, je me dis, bon, c'est pas la saison 1, c'est son premier vrai rôle, donc bon, il est un peu en rodage aussi. Mais clairement, lui, son jeu n'a pas du tout évolué. Hein. J'ai appris un truc sur Kit Harington, alors peut-que vous le saviez, c'est qu'il a un ancêtre très connu. Ah bon? C'est un des poètes de la reine Victoria, je crois que c'est une reine anglaise, et c'est également son ancêtre, le créateur des cuvées des toilettes. Ah bon? Alors, anecdote à ressortir en soirée, c'était le moment, fallait y aller. Dans la chasse d'eau, pas la cuvette, la chasse d'eau. La chasse d'eau, écoute, voilà. je vais me renseigner.
J'irai me renseigner dans les recoins du net. Mais non, j'ignorais cette particularité de la famille de Kit Harington. C'est bon à savoir, en effet. Bon, ceci dit, blague à part, c'est une très bonne scène quand même, parce que je trouve que l'acteur qui fait Aemon Oui. t'explique bien le dilemme qu'il a vécu. Très très bon. Qui était déjà une de mes scènes préférées dans les bouquins aussi. Je trouve que dans la série, elle est très bien. Et puis surtout sur cette scène-là, ce qui est pas mal, je trouve, c'est que lui, Aemon, dit justement à John que lui, il a eu cette tentation-là quand il était déjà âgé, aveugle, et que donc il pouvait plus faire grand-chose pour. Du coup, limite, c'est encore plus terrible pour lui, parce qu'en fait, il peut même pas savoir si vraiment il avait le choix. Est-ce que réellement il aurait tenu ses vœux à la garde de nuit, ou est-ce qu'il serait parti aider son frère? Au final, il n'a pas vraiment eu le luxe. Il n'a pas eu le choix, mais c'est d'autant plus dur pour lui. Ben ouais. Alors que John est en âge de faire le choix et de savoir s'il doit partir. Mais bon, si je dis pas de bêtises, c'est dans l'épisode d'après où ses frères de la garde l'empêchent de déserter. Le rattrape, et que c'est beau, dans l'amitié. Tout à fait. Ah ben, on sait ce que c'est. Hein. L'amitié dans la garde, c'est pas du chiquet. Là, c'est retour au soleil avec Daenerys et ce qui reste de Khal Drogo. Il est pas au milieu. Sachant que oui, un Khal qui tombe de son cheval, c'est le début de la fin. Ouais. C'est pas top. Concernant sa blessure, il y avait le dilemme entre de comment soigner, c'est-à-dire le chaud humide et le froid sec. C'est pareil, il y a un gros débat ça chez les. Est-ce qu'il a été tué ou pas, voilà. Ouais, est-ce que Mirri Mesdur a empiré la blessure ou est-ce qu'elle a essayé de le soigner et que c'est lui qui n'a pas appliqué les consignes qu'elle lui donnait Je ne sais pas, j'avoue le débat. Moi j'ai plutôt tendance à penser qu'elle a réellement essayé de le soigner et que c'est lui qui n'a pas appliqué le traitement et qui du coup s'est infecté, mais bon, on n'a pas vraiment la réponse non plus, ça. Bah, la série tranche pas du tout, dans les livres je crois qu'il n'y a pas de réponse aussi qui est tranchée. Non. Non, c'est un peu compliqué. Après, dans les livres, c'est vrai qu'on peut imaginer quand même que Mirri Mesdur ait voulu peut-être l'empoisonner, parce que c'est vrai que pour le coup, quand elle balance tout ce qu'elle a sur le cœur à Daenerys, c'est ce qu'elle fait quand même. C'est à qui elle s'adresse. Mais bon, moi j'ai plus le sentiment qu'à ce moment-là, elle se délecte plus du moment. La situation de Daenerys que. Enfin, je sais pas. La perruque de Peter Dinklage, c'est compliqué quand même. Ouais, putain. Ouais. Heureusement qu'ils l'ont enlevé, mais à chaque fois que je la vois, c'est. Ça s'améliore après, ouais, heureusement. Bah, ils l'ont arrêté, hein, c'est un moment. Ah là là, Tywin, pareil. Ouais. Bon casting aussi. Je pense que c'est un de mes préférés. Je n'arrive plus à voir Tywin autrement qu'en Charles Dance. Hein. Oui, moi aussi, c'est pareil. Il fait partie des acteurs qui se sont imprimés dans mon esprit sur le personnage du bouquin. Alors que physiquement, il ressemble pas forcément à ce qui est écrit dans le livre, mais il est parfait, quoi. Ça me fait ça aussi avec Diana Rigg pour Olenna Tyrell. Oui. Oui, ça c'est vrai. Bah, est-ce qu'ils ont été bien castés, tout simplement, après. Ça le fait. Après, globalement, c'est ce que je disais en intro, c'est pour ça que je suis pas forcément si sévère que ça avec la série. Je trouve que sur les castings, bon, alors oui, il y a deux, trois rôles où ça aurait pu être perfectible, mais globalement, je trouve quand même qu'on s'en sort pas trop mal sur le casting, hein, quand même. Bah, pour le coup, par exemple, je trouve que Daenerys, où je sais qu'elle a beaucoup de détracteurs, Emilia Clarke, elle, je trouve que moi, il y a une vraie évolution. Non, pas Euron, Chris, pas Euron. Un autre. Non, mais Euron. Spécial. Arrêtez avec Euron, on le voit pas dans cet épisode, arrêtez avec lui. Après, Euron, je pense pas que c'est l'acteur lui-même, là, c'est plutôt ce qu'on lui fait faire, en fait. Parce que Euron, tu lui fais le physique qu'a Euron, ce que l'acteur était qui peut le faire, un bon Euron, mais là, non, c'est n'importe quoi. C'est la série qui fait n'importe quoi avec Euron, quoi. Bronn est très bon. Bronn, c'est. Bronn est bien, moi je trouve, là, dans toute la scène qu'il y a là avec Clay et tout son côté un peu trop décontracté, mais je le trouve très très bon dans les premières saisons en tout cas. À la fin, ça devient bon. C'est bien n'importe quoi. Pareil.
C'est pas l'acteur. J'aime beaucoup la façon dont il le joue. Et donc, Shae, oui, c'est la première fois qu'on la voit là, sur cet épisode-là. C'est la première fois. Jouée par Sibel Kekili, alors qui n'est pas très connue. Par contre, je vous conseille un film dans lequel elle joue, qui n'est pas très connu non plus. C'est un film turc ou allemand. Enfin, ça doit être une coproduction turque-allemande. Lequel? Eden, c'est un très bon film. D'accord. Avant la série. J'avais peur parce qu'elle est connue également pour des types de films assez particuliers quand même. Oui, je crois. Elle a fait du porno. Il semble qu'elle a fait que des films pour adultes un peu avant. Ouais, voilà. Mais non, c'était pas de ça dont je parlais. Non, je parlais d'un autre film, Eden, qui s'appelle, dans lequel elle joue et qui est très très bien sur une immigrée turque qui épouse un Allemand. Le film était pas mal. C'est vrai qu'elle a donné une profondeur au personnage et Babar nous dit qu'elle est devenue pote avec Martine, mais ça m'étonne pas parce que je crois que Martine disait qu'il adorait sur le personnage et ce qu'elle en avait fait et que c'est même un peu grâce à son interprétation qu'il avait créé un peu derrière plus sur elle. Oui, Shae, je trouve que l'actrice, pour le coup, elle s'approprie vraiment le rôle et elle en fait quelque chose d'assez différent des romans, mais sur une bonne pente, je dirais. Voilà, ouais, ce que je dis, ouais, c'est. Oui, je sais qu'il y en a un deuxième, merci Babar, c'est Ocha aussi, la deuxième. Ocha, ouais. Oui, qui joue Nymphadora dans les Harry Potter. C'est ça. Un plan, ouais, mais il fallait quand même un plan dans l'épisode. Ouais, ça c'est le point de vidéo, c'est. On est sur HBO, il faut bien quelques. Ça devait faire au moins un épisode et demi qu'on n'avait pas eu, alors après, ça aussi, il faut être honnête sur la série. Au moins sur les premières saisons, au moins sur la fin, mais sur les premières saisons, c'était aussi un argument de vente de dire Game of Thrones, c'est une série où on n'a pas peur de mettre des scènes de nu. Du sexe et des morts, oui. Celle-là n'est pas choquante parce qu'elle est assez logique. Non, oui, là ça va, clairement, on n'a rien de. C'est qu'elle est très particulière, c'était surtout les épisodes où c'était à Port-Réal, les bordels où en fait tu pouvais pas le tweeter en fait. On pourrait faire un top 10 des scènes où c'est inutile, hein. Franchement. Où rien ne le justifie. Ouais. Là, forcément, Tyrion, c'est sa première nuit avec une prostituée, donc forcément, il la paye pas que pour parler. Donc là, c'est assez logique qu'elle se dévêtisse. Mais oui, en effet, il y a un paquet de scènes où c'est nettement moins justifié. Notamment tout ce qui tourne autour de Pétir, Baelish. Puis de Bronn aussi. Aussi. De l'écuyer aussi. Pod aussi. On a Podrick, on a aussi quelques scènes très dispensables. Bon, là, le cal, il est pas bien. Là. Il est pas bien. Il est pas bien. On sent que les carottes sont cuites, quand même. Ouais, puis il y a ce côté où elle veut pas l'abandonner, c'est quand même. Alors on a vu que le premier et le 9e épisode, mais c'est assez rapidement où elle passe de. Elle est carrément enlevée et violée à. Elle préfère rester avec lui jusqu'au bout, quoi. Rapidement, je sais pas combien de temps entre le mariage et maintenant. Ouais, quelques mois, parce que là, elle est déjà enceinte, elle a un petit ventre, donc. Oui, quelques mois. Dans la chronologie, c'est relativement long, on va dire, c'est quelques mois, mais en fait, ça se passe en quelques épisodes et c'est. Je crois que le moment où il y a la bascule, c'est quand elle va manger le cœur de cheval. Ouais. Même si je trouve que pour le coup, alors c'est vrai que le problème, on va pas revenir sur la polémique de la première scène des nuits de noces dans la série, qui est clairement objectivement ratée, parce que du coup, vu ce qu'est cette scène et vu la relation qu'il y a après derrière, c'est sûr que ça paraît un peu étrange, ça paraît même très étrange, mais je trouve qu'il y a quand même un truc qui sauve un chouïa, c'est que je trouve qu'il y a quand même une bonne alchimie entre Emilia Clarke et Jason Momoa, et que du coup leur histoire paraît quand même un peu crédible, je trouve, leur histoire d'amour. En tout cas, moi, je trouve que ça passe un peu, du coup, grâce à l'alchimie entre les deux acteurs. Mais c'est vrai que quand tu ramènes ça à la nuit de noces, oui, ça paraît un peu étonnant, mais bon. Pareil, l'actrice qu'ils ont castée pour Miri Masdur est pas mal, je trouve. Je l'imaginais plutôt comme ça. Ouais, elle est assez proche des illustrations officielles, mais l'illustration qu'on a. Ouais, sur la description. On a quand même Emilia Clarke qui parle, qui montre qu'elle sait parler de Frankie quand même. Oui. Oui, là-dessus, on peut aussi féliciter la série, en effet, qui a fait ce travail que Martin ne fait pas lui-même.
Bon, après, créer une langue, c'est compliqué. Martin l'assume complètement, il dit complètement que ça l'intéresse pas et qu'il n'y a pas de fin. Oui, et puis, vu déjà sa rapidité d'écriture, voilà, je pense peut-être pas trop veut demander. scrutiner la création des langues, on n'est pas sorti de l'auberge. Une chose après l'autre. Donc oui, non, à choisir, je préfère qu'il s'embête pas avec ça. Bon, là aussi, la fameuse question existentielle. Quand Mirri Mesdur dit que pour acheter la vie, il faut payer avec la mort. Oui. Est-ce que Daenerys, au fond d'elle, elle sait déjà qu'elle lui parle de son bébé ou pas? Là, c'est une question que je me posais en regardant l'épisode. C'est qu'en fait, elle dit qu'il faut que personne ne vienne. Et là, on verra, sans spoiler ce qui va se passer dans 5-10 minutes, Daenerys, elle y va par elle-même. Voilà. Est-ce qu'il y aurait eu la vie de son enfant qui aurait été en jeu s'il n'est pas été? Je ne suis pas sûr, en fait. Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais pour le coup, dans l'épisode, en le rematant pour préparer ce podcast, c'est très subreptice, mais en fait, quand Mirri Mesdur prononce cette phrase, elle regarde, ses yeux bougent et elle regarde le ventre de Daenerys, en fait, au moment où elle prononce la phrase. Alors, je sais pas si c'est un hasard ou si c'est fait exprès, mais ça m'avait interpellé. Parce que là, elle pense, elle veut se persuader que c'est que le cheval. Et puis dans les livres, elle se dit clairement, si c'est qu'un cheval, finalement, c'est pas très cher payé. Ouais, voilà. Mais est-ce que... Moi, je me suis toujours demandé si quand même Daenerys... Elle n'avait pas eu quand même un petit pressentiment, quand même. Et puis qu'est-ce que... Il y a toute cette histoire de rêve aussi, juste avant. Bon, on sort du cadre de la série, mais... Oui. Alors que... Oui, encore un cheval qui se fait dessouder. Ouais. Et alors, vous devez sortir les morts, voilà, elle dit bien qu'il faut qu'elle parte. Etc. Hein. Donc, je suis pas sûr en fait que. Ce serait intéressant de faire un décompte aussi des chevaux morts dans la série. Je pense qu'il y en a un paquet. Bon. Dans les batailles. Pareil, l'acteur là qui joue Rakaro, l'un des membres du cast de Daenerys, certains le reconnaissent peut-être. Il joue dans la série Scorpion. Je sais plus son nom par contre, mais. Oui, c'est vrai que Daenerys se ment beaucoup à elle-même et elle passe un peu toute sa vie à pas vouloir voir ce qu'il y a là sous les yeux. Après elle est jeune, elle aussi. Ouais. Moins en série. Elle est jeune, elle n'est pas spécialement bien entourée. Bon, là, on est tous d'accord quand même que c'est pas du jeu, quand même. Jorah qui combat avec son armure contre un tigre. Oui. À la poignée. Franchement, ça, c'est pas sport. Hein. Je suis désolé, mais. J'aime beaucoup Après, c'est un peu le combat qu'on n'a pas, je crois, dans la série entre Barbe Blanche et. Enfin, Varys Selmy, pardon, et un des combattants d'arène. Ouais. Pareil, il combat avec son armure et il le bat assez facilement. Ouais, non, c'est de la triche quand même. C'est de la triche. D'ailleurs, cet acteur, enfin le personnage de Rakaro, c'est pareil. Bon, enfin là, on est sur un personnage très secondaire, mais parce que lui, il meurt en saison 2, je crois, aussi sur son dos, alors que dans les romans, il est toujours en vie. C'est ça c'est l'opposition de style quand même entre deux pays, entre deux cultures, entre tout. Quoi. Ouais. Par contre, au niveau de la blessure, c'est pas le cou qui l'a touché, c'est la joue. Donc t'as aucune coupure sur le cou. Donc le mec qui est abattu avec juste une coupure sur le cou, sur la joue, c'est. Ça va faire mal. Bizarre. Je suis pas professionnel. Ça fait mal, ouais. Enfin bon, là, il est mort en fait. Après, ça dépend. Si tu coupes bien au niveau de la mâchoire. Vous nous ferez une étude comparée, anatomie comparée, où est-ce qu'on peut couper pour que ça marche. Ouais, après, je suis pas un spécialiste, je t'avouerai. Et donc là, c'est le moment où elle rentre dans la tente. C'est un peu. Oui. Surtout, ne faites pas ça, du coup, évidemment, c'est ce qui se passe. Voilà, donc là, la question, c'est est-ce que s'il n'avait pas eu ça, est-ce que le bébé aurait la. Est-ce que le bébé aurait survécu ? C'est la question. On a quand même plein de cas dans les livres de bébés Targaryens qui naissent monstrueux, qui naissent avec des malformations.
Oui, parce qu'il y a cette question-là aussi, c'est est-ce que, c'est pareil, il y en a certains qui pensent qu'en fait les œufs de dragon ont aspiré l'énergie vitale du bébé de Daenerys pour revenir à la vie, et que donc le bébé était peut-être déjà pas au mieux non plus à cause de ça. Mais bon, là pour le coup, c'est des théories sur lesquelles je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Hein. Je pense pas que Martin un jour nous révélera la recette pour faire éclore des l'œuf de dragon. Je pense pas non plus. Donc, je pense qu'on restera avec nos questions là-dessus. Alors là, on a un jeu à boire, mais un jeu à boire qu'on retrouvera à la fin aussi. Comment Le jeu à boire là qu'on a, le jeu de je bois si je dis quelque chose de vrai, enfin si tu bois si je dis quelque chose de vrai, et sinon c'est moi qui bois. C'est un bon moyen de montrer tout ce qu'il y a dans la tête des personnages, cette scène-là, parce que en fait, elle s'inscrit bien dans le truc de préparation à la bataille, ils veulent juste boire et oublier. Mais du coup, ça permet de raconter plein de choses sur leur passé. En 2 minutes, voilà, assez facilement, pas d'effets spéciaux, pas cher. Et de façon naturelle. Et on notera quand même que Shae gagne haut la main le jeu quand même, parce qu'elle ne voit pas. Mais là, c'est pareil. Est-ce qu'elle ment ou est-ce qu'elle dit la vérité on ne pourra pas le savoir non plus. Mais... On a plus de détails dans le bouquin sur Shae, sur pourquoi elle est devenue prostituée. C'est deux personnages qui sont assez différents entre le livre et la série. Après, tu peux pas trop comparer, je trouve, la Shae des romans à la Shae de la série. Elle a les cheveux courts déjà. Elle a les cheveux fins, cheveux courts. Et si je ne me trompe pas, c'est une question de son père qui l'a batté ou. Ouais, non, la différence est quand même énorme. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment comparer les deux. Parce que bon, réussir à rendre sous le Tyrion, c'est un exploit quand même. Oui. Ah, puis ouais. Il y a un problème d'entraînement après. En fait, ce qu'il dit, Tyrion, il dit je suis super fort pour ça. En fait, il dit que des banalités sur une prostituée, t'as 80% de chance qui a abonné par son père, voilà. C'est vrai qu'il se méfie pas trop. Ceci dit, c'est pareil avec Bronn. Il le connaît déjà depuis suffisamment longtemps pour avoir cerné le personnage, donc c'est vrai que quand il dit qu'il a déjà tué quelqu'un avant ses 12 ans... c'est naturel. La probabilité est assez forte quand même. Non, à la limite, ce qui est étonnant, c'est qu'on apprenne que ce soit une femme qui l'ait tué et pas un homme en premier. À la limite, ça c'est plus étonnant. Est-ce que c'est faire des banalités ou est-ce que c'est pour montrer, mais un peu maladroitement du coup, que Tyrion arrive à bien cerner les gens en peu de temps? Je sais pas ce qui était l'objectif de la scène en fait. Je pense qu'il y a les deux, et puis évidemment l'objectif principal c'est que Tyrion raconte sa triste histoire de sa première femme, de son premier mariage. Mais ça arrivera plus tard ça arrive plus tard dans le livre en fait. Ça. Cette révélation. Oui. La révélation, je crois qu'il la raconte à Sansa. Ou à Sansa ou à Bronn, mais plus tard, je sais plus. Mais c'est plus tard, dans les livres, ça arrive plus tard. Ouais. Mais c'est ce genre de scène en fait, je trouve qu'il manque beaucoup dans la fin de la saison, de la série pardon. C'est toutes ces scènes de discussion, de dialogue, entre guillemets, scènes low cost. De toute façon. Il y a une scène qu'on n'a pas vue là, parce que c'est dans les épisodes 2 ou 3, je sais plus, où t'as Barristan Selmy qui parle avec le roi et qui raconte quasiment toute la guerre, toute la rébellion, juste avec un dialogue et voilà. Une caméra, une table, ça suffit pour faire avancer l'histoire. Après, le gros problème des dernières saisons aussi, moi j'ai toujours pas trop compris le choix de HBO là-dessus, c'est de faire des saisons aussi courtes en épisodes, d'avoir fait des saisons raccourcies. Chris me disait la dernière fois qu'il y a une histoire bassement matérielle de millions de dollars par épisode par acteur, donc moins d'épisodes, moins de millions dépensés. Ouais, mais bon, quand tu vois ce que la série leur rapportait aussi, Alors, bonne question, est-ce que le Tyrion des livres vous manque ou est-ce que vous aimez celui plus beau et plus gentil de la série? Je sais pas si c'est plus beau et plus gentil en fait. Plus beau certainement. Plus beau, oui. Plus beau, oui. C'est sûr que le Tyrion des romans est moins mignon que Peter Dinklage. Là-dessus, il n'y a pas photo. Après, gentil, je sais pas. Le problème aussi, c'est que
c'est pareil, ça devient difficile de comparer parce que comme dans les bouquins, on est bloqué au tome 5, alors que dans le Tyrion de la série, on va plus loin et qu'on le voit donc évoluer différemment. Est-ce que je suis pas persuadé que le Tyrion des bouquins fera ce que fait le Tyrion de la série donc, on n'espère pas, on n'espère même pas perdre son intelligence à la moitié des romans. Voilà, je suis pas persuadé qu'ils commettent autant de boulettes que le Tyrion de la série. Ça, on verra bien, mais... Où on est le livre actuellement, on est dans la série, enfin à ce moment-là, dans la série, il déconne pas trop, en fait, il est encore à peu près valable. Il picole beaucoup quand même. Oui, mais bon. Il picole là, non, mais je parle, il parle stratégiquement, en fait. Ah oui. Voilà, stratégiquement. Ah oui, on en est dans les bouquins, on en est le siège de Mérine, qui commence déjà à manipuler des unités de mercenaires pour essayer de se mettre bien du bon côté des vainqueurs. Donc oui, non, au niveau stratégie, il déconne pas ostensiblement. Par contre, au niveau dépression, il est bien au fond. Oui, mais ça, on est d'accord. Il y est depuis le début, finalement. Là, il y a tout ce qu'il raconte sur... c'est passé à sa femme, parce qu'elle a été isolée par toute la garnison après coup, sur ordre de son père, etc. Plus une pièce d'or par Tyrion. Et oui. Une pièce d'argent pour les gardes et une pièce d'or pour lui. Ça, je sais pas si on aura la révélation série, on ne l'aura pas, c'est sûr, c'est fini. Mais ça, je sais pas sur Tisha, je sais pas si on aura la révélation sur où elle est maintenant. Et d'où il y a une théorie assez fameuse que ce soit la prostituée que croise Arya à Braavos. Ouais, dans le bordel, oui, pourquoi pas. Bon, après, c'est pareil, on en revient toujours au style d'écriture de Martin. C'est le genre de petits détails qui glissent partout pour que le lecteur puisse se faire sa propre histoire. C'est pareil, je suis pas persuadé qu'on aura les réponses à tout ça. J'ai un doute. En tout cas, je pense qu'il y a d'autres trucs qui doivent nous révéler quand même avant de savoir si la femme de Tyrion est vivante ou pas, si un bâtard ou pas. Je pense qu'il y a des trucs plus majeurs quand même avant. Enfin, en tout cas pour moi. Après, je sais pas, il y a peut-être des lecteurs qui sont obsédés par ce personnage et qui veulent savoir. Alors, lecteur, je sais pas, mais Tyrion est complètement obsédé par ça pendant... Alors, dans la série, pas du tout, mais dans le livre, c'est quand même un leitmotiv de ce personnage. Pour le coup, c'est même la révélation de Jem dans les cachots, où là, il s'enfonce vraiment dans la dépression, d'ailleurs. Ah ouais, t'imagines. C'est chaud. Oui, c'est sûr que s'il y avait des psys à Westeros, il ferait fortune. Pour revenir sur le beau Tyrion, je crois que maintenant l'image que j'ai dans le bouquin, c'est quand je le lis, c'est Tyrion, c'est l'acteur Peter Dinklage, mais beaucoup plus blessé. Enfin, avec la blessure. Même avant les blessures de l'Anera, le Tyrion des romans est beaucoup plus difforme. Oui. Ouais, il est beaucoup plus difforme, mais moi quand je le lis, c'est la tête que j'ai quand je le lis, c'est j'ai celle de Peter Dinklage, mais par contre, elle est beaucoup plus marquée en fait. Elle est plus marquée au niveau de la blessure, pas au niveau des traits de difformité. Non, tu vois, moi, par contre, pour Tyrion, c'est un des personnages où j'ai réussi à conserver le visage du Tyrion que j'avais des bouquins avant de voir la série. C'est Tyrion qui nous fait un petit discours motivation avant la bataille. Pour galvaniser ces hommes, alors les hommes des clans. Bon. Les chiens peints. Est-ce que c'est le meilleur chef de guerre qu'on ait vu? Je suis pas sûr. Mais ça finit par marcher. Je suis pas sûr. Après, il y a quand même un certain charisme. Motiver les hommes des clans pour se lancer dans une boucherie, c'est pas non plus très compliqué, je pense. Puis bon, encore une ellipse, Tyrion qui... Ouais, mais c'est une ellipse assez bien... Enfin, on sent qu'il y a un problème de budget parce que montrer une bataille, c'est... Totalement, ouais. Ceci dit, l'ellipse, tu l'as aussi plus ou moins dans les bouquins. Oui, complètement. La bataille démarre, et Tyrion aussi se prend un nion assez rapidement quand même. C'est juste que là, il se prend un nion par ses propres hommes, donc c'est un peu ridicule, mais pour lui. Oui, alors que dans les bouquins, il démarre quand même la bataille, et il se prend un nion, il tombe dans les pommes. Il participe un petit peu quand même à la bataille, alors que là, pas du tout. Alors là, vous allez entendre un bruit magnifique qui est très très connu. Très bientôt, vous aurez le bruit à la fin de la bataille.
Et ouais. Donc là, la bataille est terminée maintenant. Ouais, non, mais alors, Bubba a pas l'air contente de dire que cette ellipse est bien. Je maintiens que je préfère voir ça et des vrais épisodes que de mettre 10 millions dans une bataille et avoir oublié tout le scénario au passage. Surtout sur une première saison, c'est compliqué. Voilà, il y a peut-être un manque. Ils ont pas le budget n'était pas encore non plus faramineux. Ils étaient peut-être même pas sûrs de savoir combien de temps ça allait durer. Enfin bref, je pense que sur une première saison, oui, tu essaies de limiter les coûts. Tu t'enflammes pas trop. Ça gagne du temps aussi parce que ça permet de montrer plein d'autres choses et parce que finalement une bataille ça prend un quart d'heure, 20 minutes à l'écran, c'est un quart d'heure, 20 minutes où il se passe pas autre chose. Oui, et puis c'est surtout, on se rend pas compte, mais au niveau du tournage, ça mobilise un paquet de gens pendant un paquet de temps. Et puis bon, honnêtement, sur ces deux batailles-là, parce que le beau murmure, c'est pareil, c'est des batailles où un camp se fait torcher très rapidement. Donc, pour moi, ça a moins d'intérêt quand même qu'une bataille tendue, Lanera, tu sais pas qui va l'emporter. Type bataille de Lanera ou ce genre de choses. Oui, voilà, là, tu as une vraie dramaturgie. Tu peux faire une scénographie sympa. Voir l'avant-garde de Robb se faire exterminer par les 20 000 Lannister à 2000 contre 20 000, bon, ça va être vite fait. D'ailleurs, là, on a Robb qui revient du bois murmure. Je vous tout à l'heure, je trouve l'actrice... Michel Fermier. Merci, ouais. Joue parfaitement. Oui, on sent qu'elle angoisse pour son fils. Hein. Après, c'est une très bonne actrice. Oui, c'est sûr qu'il y a une très En fait, j'aurais peut-être préféré qu'ils inversent les acteurs pour Robb et pour Jon. Je pense que on aurait peut-être gagné. Je sais pas. C'est sûr que Richard Madden joue mieux que Kit Harington. Voilà. Et vu qu'on le voit plus longtemps. Après, au niveau physique, je trouve que Richard Madden colle quand même pas mal avec Robb, alors c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut considérer que Jaime est classe en toutes circonstances? Oui, mais classe en toutes circonstances. D'accord. Oui, cette case-là du bingot, c'est une case gratuite. Hein. Vous pouvez la cocher à chaque épisode où il apparaît. Même quand il apparaît pas, je suis assez d'avis qu'il... Disons, quand il apparaît pas, ça manque de classitude. Voilà. Forcément. Parce que c'est pareil, hein, en plus cette bataille-là du beau murmure, dans les bouquins on la voit pas non plus. Non, mais c'est là où on se rend compte que c'est pas forcément nécessaire quand c'est raconté par la suite en fait. Et comme tu disais, ça apporte pas grand-chose quand c'est une... Puis là en plus pour le beau murmure c'est encore plus compliqué au niveau budget parce que si tu montres la bataille du beau murmure, t'es en plus obligé de mettre un loup-garou. Oui. Mm-hmm. Et vu ce qu'ils ont fait à Fantôme à la fin, valait mieux pas. Ouais. Au moins il s'en sort, lui c'est déjà ça. Ouais, puis il est pas mal graphiquement, il est beau. Ah oui, non, graphiquement il est bien. Non, c'est plus comment il... le traitement. Il le traite comme du caca, hein, faut être honnête. Une fois il est là, une fois il est pas là, une fois il est grand, une fois il est petit, bon. Ouais, il s'en sort, bon, il perd une oreille quand même, le pauvre est mutilé. Il est vivant. Mais il est vivant. Dernier. Il y a Nymeria aussi qui est vivant. Il reste Nymeria, c'est pour ça c'est presque le dernier en fait. Nymeria, on entendra sans doute parler dans les livres plus tard, parce qu'il y a quand même les rêves avec Arya qui rêvent de sa louve régulièrement. Pauvre pigeon. Pauvre pigeon. Ouais, on notera qu'Arya est quand même déjà très forte, parce que réussir à choper un pigeon à main nue comme ça, c'est pas évident. Hein. Enfin, pareil, encore une fois, j'ai jamais essayé non plus, mais je suis pas sûr que tu y arrives si facilement que ça quand même. Hein. On peut dire que là c'est pareil, ils nous font un foreshadowing sur le fait que Arya est déjà une ninja warrior qui arrive à faire des trucs incroyables. En fait, ils avaient déjà prévu dans la saison 1 qu'elle tuerait le roi de la nuit en faisant un bond, en sortant de nulle part. Tu vois, si tu arrives à choper un pigeon en main nue, tu arrives à surprendre le roi de la nuit, quoi. C'est évident. Ouais, non, pour répondre à la question qui a été faite, Alan Taylor, il a participé à Soprano à Rome, 2 épisodes de Rome, Soprano, 1 Lost, La Maison Blanche aussi, Mad Men, Nurse Jackie,
Walk Empire. Honnêtement, je pense qu'il a dû faire pas mal d'épisodes sur quasiment toutes les séries HBO, à peu de choses près. Deadwood aussi. Ouais. Oz, il a aussi fait des épisodes sur Oz. Très bonne série aussi d'ailleurs. Bon, voilà. Alors, le moment. Le traumatisme de toute une génération qui réapparaît. Le moment. Ouais, mais voilà. Le gay doré. Alors, c'est vrai que... Je suis pas fan de la coiffure qu'ils ont collée à Sansa quand même. Non. Sur cette scène-là. Mais bon. La scène est très bien faite, mais le guet de Port-Royal est quand même... Voilà. C'est pareil. Il y a beaucoup de bon travail sur les décors, mais pas ça. Sur les armures, ils se cherchent encore en saison 1, parce que c'est pareil, les casques des hommes du Nord ont un petit côté suppositoire, moi je trouve quand même. Donc bon, ils se cherchent un peu. Donc, Ned a indiqué à Yoren qu'il y avait quelqu'un à Baelor, d'où le titre d'épisode, Baelor. Le roi saint. Ouais. Enfin, saint. Oui, particulier. Un peu allumé, mais bon, c'est comme ça que les chroniques de Westeros se souviennent de lui. Bon, non, il y a pire. Exclamons de. Il y a pire que le peuple de Port-Réal. Pour ça. Il y a Dorne. Il n'y a pas Dorne. Dorne, c'est comme Euron, ça n'existe pas dans la série. Okay. C'est là on voit quand même qu'il rend la scène magnifique. Ouais, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Ça lui fait mal au bide. On sent quand même que ça lui fait fort mal au bide de devoir brader son honneur, mais bon. S'il le fait, c'est que pour Sansa, parce que on le voit avant, lorsqu'il parle avec Varys, le seul point faible qu'a utilisé Varys, c'était Sansa. Ce qui renvoie aussi à la conversation que Aemon a eue avec Jon, parce que Jon lui avait dit que son père choisirait toujours l'honneur par rapport à sa famille, et Aemon lui avait dit alors c'est que Ned Stark est l'exception parmi la multitude. Bah, en fait non, Ned n'est pas l'exception, il préfère sauver sa famille que son honneur, mais bon, hélas, ça ne marchera pas. Et puis toute cette scène est quand même bien foutue au sens où tu commences, t'as pas de musique, puis un petit peu toute la progression de la musique, de l'ambiance est assez. La scène est très bien rendue. Ils ont passé du temps et que c'est. Sean Bean en plus la joue très très bien. Alors c'est marrant parce que lui quand il en parle, il y a eu tout un débat pendant un moment à qu'est-ce qu'il murmure avant de se faire décapiter. Lui il dit en fait rien du tout, j'ai juste fait semblant de faire une petite prière avant histoire de dire que. Donc il a complètement cassé le délire. Et il dit finalement après je suis rentré chez moi et tout se passait bien. Donc c'est assez marrant de dire il l'a pas vécu du tout comme un traumatisme. Lui il a dit je fais mon travail et puis je suis rentré chez moi le soir. Payret joue bien je trouve. Oui. Les deux, moi je trouve que Sansa aussi, Sansa Arya, surtout pour des actrices aussi jeunes, donc c'est pareil, c'est les premiers rôles quand même. Je trouve qu'elles s'en sortent très bien. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Et alors moi en fait, ce qui me fait vraiment mal au bide sur cette scène à chaque fois, c'est bête, mais c'est le fait qu'il soit décapité avec sa propre épée. Je trouve ça horrible. Je trouve que c'est encore pire. J'aurais préféré qu'il soit décapité à la hache ou je ne sais pas, mais avec sa. Il y a toute la symbolique des épées à ces Valériens qui parlent tout à fait. Varys a mis du temps à arriver quand même. Varys a mis vachement de temps à arriver pour dire non. Oui, alors que Baelish est juste à côté, et alors lui par contre il ose. On le voit pas beaucoup d'ailleurs. Non, on le voit pas beaucoup, mais. On voit plus Varys que Baelish. Oui, mais il suffit si tu fais attention à lui, en fait on le voit sourire juste ce qu'il faut. Oui, forcément. Lui il est au courant, c'est un des rares sur la tribune qui est au courant de ce qui va se passer. Donc. Il aurait pu dire des animaux quand même. Cette scène, la première fois que je l'avais vue, m'avait paru interminable et extrêmement longue parce que il y a le suspense de qu'est-ce qui va se passer. Mais en fait, elle est très courte et c'est juste l'ambiance qu'ils arrivent à mettre et à créer donne l'impression de longueur. Mais finalement, entre le moment où il annonce la mort de Ned et le moment où il est décapité, il y a 30-40 secondes finalement, c'est rien. Ouais, comme plus, ouais. Mais c'est
On le sent résigné. Puis bah, pareil, la scène avec, enfin, le regard d'Arya sur la fin qui lève les nickel et puis, top. Il a dit quelque chose. Je sais pas si c'est quelque chose qui a été identifié en fait ce qu'il dit. Enfin, non, mais justement, il a dit qu'il disait rien. En fait, c'est ce que je leur disais, qu'apparemment Sean Bean l'a dit que c'était juste une prière pour lui. Enfin, il disait rien de particulier. Il a fait son rôle d'acteur pour que ça rende au mieux, quoi, en fait. En tout cas, moi je trouve que cette scène, elle marche toujours à chaque fois quand même. Ouais, c'est la 10e fois que je la vois et ça marche, ça fait toujours ce petit effet. On sait. Moi, quand je l'avais vu la première fois, j'espérais, j'avais ralenti la fin pour essayer de voir qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, qui allait le sauver, et puis non. Finalement, il n'est jamais sauvé, quoi. Après, il y a un indice, c'est Sean Bean qui joue le rôle. Donc... Ouais, alors il meurt pas tout le temps. Oui, c'est vrai. Oui, donc, c'est lui qui meurt. Il a dit qu'il marmonnait une prière, mais c'est rien de particulier, en fait. Il marmonne pas quelque chose en particulier, c'est juste pour donner l'impression de réalisme. C'est pas... J'avais vu un truc là-dessus sur... Je sais pas si vous connaissez le Fossoyeur de film. Oui. Un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Il avait fait une petite vidéo là-dessus sur Sean Bean où il faisait des recherches pour essayer de déterminer si Sean Bean mourait réellement plus souvent que la moyenne des autres acteurs. Et en fait, il en était venu à la conclusion que pas tant que ça, je sais plus de mémoire, je crois qu'il avait déterminé qu'en gros Sean Bean mourait dans le tiers de ses rôles. Et en fait, il avait comparé avec d'autres acteurs qui avaient à peu près le même ratio. Et je sais plus, je crois qu'il avait déterminé qu'un acteur qui mourait vraiment très 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 souvent dans ses rôles, je crois que c'était Christopher Lee. Oui, après bon. Je suis désolé, j'étais sur autre chose, ça parle de Stanis dans le chat, je suis désolé. J'étais prêt. Ceci dit, c'est vrai que dans cet épisode, je ne sais plus qui c'est qui fait référence à lui, ou justement, c'est Varys, je crois, qui dit que Tywin s'inquiète plus de Stannis que de Robb, parce qu'il craint plus Stannis que Robb. Stannis, il a plus de prétentions sur le trône, et puis c'est un personnage aguerri, il a déjà connu plus de choses. C'est un général aguerri. Voilà. Et puis Robb, alors que Robb, finalement, c'est un diamant de 16 ans qui va découvrir une vocation de chef de guerre, alors que on ne peut pas trop s'y attendre. Encore maintenant, le but de Robb, c'est pas prendre le pouvoir. Robb, il arrive pour arriver le plus vite possible à Port-Réal et libérer son père. Et le but, c'est repartir après. C'est pas rester sur place. Il veut pas être. Enfin, on n'est pas encore du tout dans le Robb roi, parce que le roi, enfin le seigneur de Winterfell actuellement, il a été avant les dernières secondes de la série, il était encore à Port-Réal prisonnier. Donc il y avait aucune. C'était vraiment allons libérer le plus rapidement possible. Oui, quand Robb lève les bannières du Nord, c'est pas pour prendre son indépendance du trône de fer au départ. Totalement, ouais. C'est pas le but de la manœuvre. C'est de récupérer son père et ses sœurs aussi. Oui. C'est juste ça le truc. Mais oui, sachant que les Stark, a priori, n'ont pas de prétention sur le trône de fer, donc contrairement à Stannis, donc là-dessus, il n'y a pas de question. Par contre, on notera quand même que du coup, Tywin commet une petite boulette quand même, puisqu'il sous-estime Robb et ça lui coûte assez cher quand même. Oui. Puisque du coup... tout le monde le sous-estime en fait. Tout le monde va le sous-estimer à faire du fait de son âge, mais... Parce que du coup, Jaime se fait capturer. Bon, là aussi, il y a eu un mauvais timing pour Ned. C'est que si la nouvelle de la capture de Jaime avait été arrivée à Port-Réal avant la décapitation de ce pauvre Ned, je pense que Geoffrey aurait peut-être réfléchi un peu plus. Je suis pas sûr. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il serait, parce qu'il le sait. Enfin, il sait que je pense qu'au moins sa mère et ses conseillers savent que tout se passe pas ultra bien. Ils savent pas pour le murmure. On est d'accord. Ils savent pas. Mais ils savent pas non plus de l'autre côté. Mais ils savent qu'il avance et qu'il avance vite. Et puis comme Geoffrey qui réfléchit, c'est pas trop son truc. Non, Geoffrey qui réfléchit, on est d'accord. Mais... Même pour tonton. Je pense qu'au niveau du coaching de Geoffrey par le conseil restreint, si la nouvelle était arrivée à Port-Réal, je pense quand même que Cersei aurait, et puis même Tywin, il aurait envoyé des... Normalement, c'était le plan, c'était l'envoyer au mur, mais c'est Baelish qui... On voit pas trop dans la série, du coup c'est vrai que son rôle est un peu occulté dans tout cet épisode. Mais c'est quand même lui qui manigance toute la décapitation de Ned Stark. C'est lui qui murmure finalement.
que Jamie s'en sorte ou pas, finalement. Ah oui, non, je pense que royalement. Geoffrey s'en serait fiché de son oncle, bon, qui est son père, mais ça, il le sait pas. Mais donc, je pense que son oncle, ça l'aurait pas traumatisé plus que ça. Mais par contre, je pense que du coup, Cersei et le Conseil restreint auraient beaucoup plus lourdement insisté sur le fait qu'il faut garder en vie Ned pour sauver Jaime, en fait. Ouais, mais je pense qu'ils ont quand même insisté là parce que c'est vraiment, tout le monde sait que c'est une belle bêtise en fait, parce que je pense qu'ils ont quand même déjà bien insisté sur le fait qu'ils veulent au mur, voilà. Là, c'est ce que propose au début de la scène de l'épisode. De toute façon, c'est ce que dit Tywin après, alors je sais plus, dans les bouquins c'est sûr, dans la série mais dans les bouquins il dit qu'avec la mort de Ned, la paix avec les Stark n'est plus possible. En fait. Il dit il dit on est obligé de soit les vaincre, soit d'être vaincus par eux, mais on peut plus faire un traité de paix avec les Stark, ils accepteront jamais de nous pardonner la mort de Ned, c'est pas possible. Et c'est d'ailleurs le but recherché par Baelish. De faire en sorte qu'en effet les Stark et les Lannister se foutent sur la tronche jusqu'à la mort. Bon, sauf que Baelish a sous-estimé Tywin. Tywin va faire le ménage par le vide assez rapidement du côté des Stark, mais... Sous-estimé... après, Baelish, je sais pas si les noces pourpres, ça l'embête particulièrement, je crois pas. Hein. Oui, non, au final, pas tant que ça. Après, je pense que Baelish aurait pas été contre que la guerre entre Stark et Lannister dure peut-être un peu plus longtemps, quoi. Mais, ça d'accord, mais non, à la limite, ça l'arrange même parce que du coup, il a encore une plus grosse prise sur Sansa. Voilà. Du coup, il peut plus la manipuler derrière, il peut la récupérer. C'est ce qui est dit dans le chat, justement, vous êtes très raccord, c'est que Baelish commence à sous-estimer Sansa, qui elle commence à se faire sa propre opinion. Alors, on va pas spoiler les chapitres sortis tôt. Mais on sent quand même que Sansa commence à prendre son envol et... Alors tu parles de la fin de la série ou tu parles du bouquin? Alors dans les livres, dans la série... La bouquin, c'est... Après la série... Le personnage de Sansa dans la série est assez... Enfin moi personnellement, m'a un peu déçu sur la fin. Dans le livre, c'est quand même tout début, on est vraiment tout début. Elle dit qu'il y a quelque chose parce que la dernière scène que je me souviens, alors il y a un petit moment que j'ai pas lu les chapitres sur Sansa de la fin, mais on est encore sur déjà elle est aux Ériers et on est encore sur une sorte de fascination, un doute, mais pas de fascination aussi. Quand on est aux Ériers, elle est encore un peu. Elle commence quand même à avoir son propre agenda. Elle dit pas grand-chose, mais elle en pense quand même un peu. Ouais, mais on est quand même sur un début quand même. On a son point de vue et... Après, pour en revenir à la Sansa de la série, le problème, moi je trouve, de la Sansa de la série, c'est vraiment la dernière saison où en fait, ils bricolent très artificiellement, je trouve, une tension entre elle et Daenerys. Oui. Qui est très mal amené en fait, c'est surtout ça quand même, parce que moi je trouve que la Sansa de la série, son évolution est plutôt pas mal jusqu'à ce que les Stark reprennent Winterfell après qu'ils tuent Ramsay, etc. Moi je trouve que jusque là on est bon. Après bon, elle fait tuer Baelish, je trouve que là ça va aussi, on est toujours pas mal. Par contre je trouve que dans la dernière saison elle a un côté très froid on ne sait pas trop pourquoi. Au final, il se prend sur de rivalité arrive vers n'importe où. Et puis, déjà, la mort de Baelish. Alors, qu'elle le fasse tuer, c'est à peu près logique, mais le personnage de Baelish est complètement raté sur la fin. Ah oui. Du coup, ce que disait Chris tout à l'heure dans le chat, c'est que de toute façon, HBO ne savait pas quoi faire de ces personnages, du coup, ils les tuent. Quand ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent faire que ça, c'est tuer les personnages les uns à la suite des autres pour s'en débarrasser. Ouais. De toute façon, les stratégies de Baelish dans la série, à la fin, elles n'ont aucun sens. Il n'y a rien. Et puis, en plus, il n'y a aucun sens. Et même la série elle-même n'essaye même pas de trouver un sens parce que même lui, il n'explique pas ce qu'il fait. Ça n'a aucun sens de vendre Sansa aux Bolton pour aller après retrahir les Bolton. Enfin, pour faire ça, il aurait mieux valu garder Sansa dans sa manche. Enfin. Même je nuancerais par rapport à ce que tu disais sur Sansa, savoir que jusqu'à la mort de Baelish, son personnage était bien. Enfin, jusqu'à la dernière saison, son personnage était bien traité. Le côté, il a fallu qu'elle soit abusée par Ramsay pour devenir une vraie femme, c'est particulier aussi quand même. Oui, alors ça.
Voilà, c'est. Oui, non, moi je parlais plus de ses actions en tant que joueuse des trônes. Oui, je suis d'accord. Ouais, oui. Voilà, Même la même. Voilà. passer sur cette histoire de je me suis fait Le violer, ça me fait fait devenir qu'elle, quelqu'un. le fait qu'elle manipule, parce qu'en fait, au final, à la fin, c'est elle qui manipule Baelish, qui récupère les armées du Valdarin pour aider Jon à la bataille des bâtards, bref. Oui. Moi, c'est plus en tant On que joueuse pourra des parler trônes. de la cohérence de ça plus tard. Oui, parce que c'est quand même bizarre quand même. Le Valdarin, sincèrement, pourquoi ils la suivent? Ah bah ça, non mais de toute façon, la cohérence des plans de Baelish dans la série sur la fin. Gardez-en pour les prochains lives, mais effectivement, il y a de quoi dire sur cette T'auras fin. beau tourner dans tous les sens, tu trouveras pas un truc qui justifiera tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ne fait pas. C'est très nébuleux. Non, et puis c'est pareil en plus. Dans la série, on comprend pas trop d'ailleurs pourquoi il reste enfermé à Winterfell après, parce qu'il se met quand même vachement en danger, alors qu'il sait quand même que de Sansa, on a pris plein la tronche pendant son mariage avec Ramsay, et il sent bien quand même qu'au niveau des Stark, tout le monde le regarde un peu de travers quand même. Moi c'est pareil, j'ai jamais trop compris pourquoi il reste aussi longtemps à Winterfell. Chercher la cohérence dans la fin de la série, c'est un problème. C'est très particulier. Enfin bref, Baelish, on ne comprend pas trop ce que les scénaristes veulent faire avec lui. Et en effet, je pense que oui, Chris a raison quand il dit que comme il savait plus quoi faire de lui, il le tue. Mais c'est pas le seul, hein. C'est plein de personnages pseudo-secondaires ou qui ont été principaux et qui n'avaient plus trop d'avenir, ont fini tués faute de mieux en fait. Faute d'idées, faute de façon de les faire. Pour le coup, Baelish, je trouve que ça se ressent aussi dans le jeu de l'acteur. Et Aidan Gillen, je trouve que sur les premières saisons, il est bon. Et moi, je trouve que sur les dernières saisons, il est en totale roue libre. Moi, j'ai toujours l'impression que même lui se rend compte que ce qu'il dit n'a pas grand sens. Et du coup, je trouve que même son jeu devient très caricatural, je trouve, sur la fin. On dirait un méchant cartoon. C'est le méchant de Walt Disney, quoi. Pour moi, il fait un peu Jafar dans Aladdin. Mais c'est trop, voilà, c'est beaucoup trop pour un truc qui se veut réaliste comme Game of Thrones, enfin réaliste au moins auquel on peut croire sur le volet politique de Game of Thrones. Ouais, je pense que c'est vraiment et on n'y croit plus du tout finalement à la fin. L'orientation de son personnage qui altère son jeu en fait. Comme lui se rend compte que son texte ne veut plus rien dire, son jeu ne veut plus rien dire. Oui, parce que c'est un bon acteur. À côté de ça. Ah oui. Sur les premières saisons, il est plutôt bon. Hein. Et puis même dans d'autres films que j'ai vu de lui, son petit accent irlandais, il est très bon. C'est un bon acteur, mais bon, sur la fin, je pense que il a dû accueillir la mort de son personnage un peu avec soulagement, je pense. Un peu comme Stannis. Un peu comme Stannis. Enfin, c'est pareil, Stannis, il y aurait tellement à dire aussi. Mais bon, on va laisser ça, Stannis, on va laisser ça aux membres de la garde qui verront les autres épisodes. Si les gens veulent qu'on parle de Stannis, nous ou d'autres personnes, parce qu'on tourne, il y a des sondages, il faut mettre un épisode où Stannis est pour qu'on puisse en voter pour et histoire qu'on puisse en parler. J'ai déjà mis le lien un peu plus haut dans le chat si vous voulez aller voter pour les prochains épisodes de live. Je peux remettre. Sachant que la saison 1 c'était assez serré, hein, entre Fire and Blood et Baelor, ça s'est joué à pas grand chose. Ouais. On aurait pu commenter la naissance des œufs de dragon, l'éclosion des œufs de dragon. Mais bon, à choisir, je pense que moi, de mon point de vue, il y a plus de trucs à dire sur Baelor que je fais. Totalement, ouais. C'est clairement la scène la plus travaillée je pense de la fin de la série. Non. Puis t'as un vrai climax. Et puis c'est vraiment la scène qui a fait rentrer un peu je pense, la série dans l'imaginaire où vraiment tout le monde peut mourir, quoi. On se dit. Les gens se sont dit. Je me souviens encore parce que moi à cette époque-là, je regardais les épisodes avec une bande de 3-4 potes. À la fin de cet épisode-là, ils m'ont tous regardé, mais en mode c'est quoi ton truc, quoi? T'es pas bien? Qu'est-ce que c'est que ça? Choqué en mode mais c'est pas possible, il est pas mort. Si, il est mort. Même si, pour le coup, avec cet épisode-là, on part aussi sur un tic de la série qui est pas forcément top, c'est qu'ils vont prendre maintenant le pli de faire toujours un truc qui tabasse en épisode 9. Et ça, c'est un problème plus de la série plus que du scénario ou des livres. C'est qu'ils ils ont fait une partie de caricature eux-mêmes sur ça, en fait. Ouais. Je pense que là-dessus, ils auraient dû peut-être pas forcément toujours caler leur moment twist sur les épisodes 9. C'est peut-être pas forcément une très bonne idée de faire ça après, mais bon.
Ah, ça, après... Peut-être des contraintes de budget, de publicité et d'autres choses qu'on connaît pas. Quoi. Oui, il y a un petit Il y a beaucoup de ça derrière. Mais ouais, dans l'épisode de Fire Emblem, je pense qu'on aurait eu moins de trucs à raconter, même si bon, moi j'aurais vu des dragons, ça m'aurait fait plaisir quand même. Mais bon, on les voit tellement peu dans l'épisode qu'au final, c'est comme si on les voyait presque pas. D'ailleurs, en rematant Baylor, j'ai rematé aussi Fire and Blood dans la foulée quand même. J'ai maté les deux. C'est pareil, je me souvenais pas qu'on les voyait aussi peu en fait dans l'épisode, parce que vraiment c'est toute fin. Mais ils sont juste là pour le cliffhanger en fait. C'est vraiment, on les voit 20 secondes. Ça suffit pour lancer la saison 2 en fait. Il y en a un des trois d'ailleurs que tu vois très mal. En fait, en voyant la scène, j'avais l'impression que tu pouvais croire qu'il n'y en avait que deux, presque. Après, je sais pas sur le chat s'il y a d'autres questions par rapport à tout ça. On arrive petit à petit au bout de... Enfin, doucement au bout de... Sachant que du coup, là, pour les votes sont encore ouverts. Oui, si vous voulez voter pour l'épisode de la saison 2, allez-y, n'hésitez pas. Sachant que bon, pour le moment, on n'a pas encore calé la date pour le prochain. Alors, je crois qu'il y a une annonce sur Café HBO ce soir. Oui, alors l'annonce d'HBO en fait n'est pas du tout intéressante. Ils ont lancé en production House of Dragons. Ouais. Bon. Oui, en effet, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé à peu près toute l'après-midi sur tous les réseaux sociaux pour annoncer qu'ils lançaient de la production de la série. Ouais. Voilà. Oui, en effet, on peut pas vendre beaucoup plus que ça. Non, et par contre, il y a une question qui est nettement plus intéressante, c'est pour Corondar, quel personnage aurait dû jouer Henri Cavill? Et ça, c'est nettement plus intéressant. Alors, moi, dans mon esprit, alors ça n'engage que moi, mais moi, je trouve qu'il aurait fait un bon Renly Baratheon. Mais c'est pareil, le Renly de la série est tellement à des années-lumière du Renly des livres que ça peut choquer pour ceux qui ne connaîtraient que la série et qui n'auraient pas vu. Parce que pour le coup, le Renly de la série est un peu maigrelé, je trouve, un peu léger. Il y a moins de place à l'écran aussi, on voit moins son rôle. Son rôle un peu ambigu entre sa sœur, les Lannister, son rôle dans la garde royale. Et que un peu tout ça est un peu passé vite fait par-dessus, et c'est dommage. Mais bon, c'est un choix. Moi, je trouve que Renly Baratheon, Henri Cavill aurait pu faire un bon Renly Baratheon, je pense. Darius. On propose Dario. Non. Enfin, en tout cas, j'imagine pas Dario. Naris sous les traits d'Henri Cavill, clairement. Un vieux Gendry, mais bon, là, Bon, il y a un problème d'âge, là, quand même. Voilà, il y a un problème d'âge. Non, parce que au final, le Renly Baratheon des bouquins est quand même vachement charmeur. Il est décrit comme plutôt baraqué et beau gosse. Donc au final, je me dis que Henri Cavill, ça aurait pu le faire. Et on aurait eu peut-être un Renly un peu plus proche de celui des bouquins que de celui de la série. Mais bon, à l'époque où Game of Thrones se faisait, Henri Cavill sortait des Tudors. Je suis pas sûr que HBO aurait voulu prendre un acteur qui était déjà marqué sur un rôle de série en costume pour le foutre dans une autre série en costume. Non, pas. Ouais. Par contre, Iscobal a dit Euron non. Par contre, Victarion. Pour Victarion Pour Victarion, ça peut passer. Ça peut passer. Ouais. Physiquement, ça peut passer. Ouais, ça peut passer. Mais bon, comme Victarion n'est pas non plus dans la série. Non, il n'est pas dans la série. C'est pas possible. Enfin, quand tu vois déjà ce qu'ils ont fait de Euron. Ouais. Sachant que le Victarion des bouquins a déjà beaucoup de choses à porter, alors si en plus c'était pour nous massacrer dans la série, c'était peut-être pas la peine. D'ailleurs, on peut se demander si au final le Euron de la série serait pas un mixte entre Euron et Victarion. C'est clairement ça, c'est un mix des personnages très mal fait, mais c'est un mix des personnages. Comme ils ont mixé des personnages type Balon Swan et Jaime Lannister, qui va à Dorne. C'est un grand mix de personnages parce que pour le monde. Sur le coup, très mal fait, c'est pareil, le rond de la série, c'est comme Petyr Baelish. Dans la dernière saison, tu comprends pas trop pourquoi il choisit à ce point le camp de Cersei plutôt que celui de Daenerys, parce que au final, lui, tout ce qu'il veut, c'est
apparemment couché avec une reine, donc bon, il aurait pu le faire avec Daenerys, c'était pareil, quoi. Pourquoi est-ce que ce point, il veut le faire avec Cersei plutôt qu'avec Daenerys On débattra de la cohérence de la série saison 7-8 une autre fois, je pense que Ouais. là il y aura de quoi en dire des tonnes. En effet. On faut laisser un peu de la marge pour C'est les... un peu de la marche là. Bon, bah ça va être l'heure de s'arrêter, je pense. de vous dire au revoir. Et bah c'était encore chouette, moi j'ai bien aimé. Bah oui, merci Et puis, de nous avoir écoutés. Ouais, J'espère continuez qu'on à vous aura voter appris. pour Merci à tous. le prochain épisode et puis on calera une date. Tout à fait, puis venez nous voir sur le site de la Garde aussi. On pourra débattre de tout ça sur le forum. Et dire du mal de Ron dans la série, ça fait toujours plaisir. Voilà, avec joie. Et de parler d'Henri Cavill. Aussi. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous.